Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. No hell below us. Ce matin, avec Jean-Paul, on écoute Imagine de John Lennon. Jean-Paul, pourquoi tu as choisi ce morceau pour ton brin d'histoire? Parce que nous sommes le 8 décembre et ça fait exactement 42 ans que John Lennon a disparu. Il est décédé le 8 décembre 1980 à New York. Et donc, aujourd'hui, c'est un jour anniversaire triste. Pour ceux qui ne connaissent pas John Lennon, c'était l'un des membres fondateurs et leaders du groupe des Beatles. C'est le plus grand groupe, on peut dire, de la musique contemporaine. C'est un groupe qui est né dans les années 60, en 1960 particulièrement. Ils ont connu le succès très vite à partir de 1962 et ils vont, si tu veux, dominer la scène musicale européenne et même américaine. C'est le premier groupe dans les années 60 européen à s'être imposé aux États-Unis. Et donc, ils vont connaître une ascension fulgurante et un succès planétaire qui va malheureusement s'achever en 1970. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en 62, c'était des adolescents. Et puis en 70, ils sont devenus des adultes. Chacun va commencer à avoir sa propre vie de famille. Et donc, artistiquement, il va devenir de plus en plus difficile de concilier notamment les deux personnalités phares de ce groupe qui étaient John Lennon et Paul McCartney. Et puis en 1970, le groupe va se séparer et chacun va entamer une carrière solo. Alors, on parle de John Lennon parce que lui, il va quand même avoir une carrière solo quand même assez riche puisque à partir de là, il va commencer à sortir des tubes qui vont connaître aussi un succès planétaire, comme en l'occurrence la chanson Imagine, qui est vraiment une chanson pour la paix. Pour ceux qui se rappellent bien, parce que dans les années 70, on est un peu dans les années Peace and Love, on sort des années 60 avec la guerre du Vietnam. Et puis, donc, cette guerre du Vietnam qui a traumatisé énormément la jeunesse occidentale parce que beaucoup de jeunes américains, britanniques, australiens, néo-zélandais avaient été envoyés au front comme des supplétifs de l'armée américaine. On était en pleine guerre froide. Et donc, cette guerre-là va mener les jeunes à véritablement tourner le dos à la génération précédente et à notamment mettre en avant leur volonté de plutôt faire la promotion de la paix plutôt que de faire la promotion de la guerre. Et donc, c'était un peu le slogan « Peace and Love », c'est-à-dire que faites l'amour et non la guerre. Et John Lennon va être un des phares, un des principaux artistes internationaux à défendre cette position-là, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et puis, il faut savoir que quand le groupe se sépare en 1970, Paul McCartney, qui quelques années auparavant avait rencontré une jeune femme japonaise qui s'appelait Yoko Ono, ils vont très vite tomber follement amoureux et se marier. Et bien, les deux vont décider d'aller vivre à New York parce que Yoko a une carrière d'artiste et elle est photographe. Et donc, la rencontre de John Lennon avec Yoko Ono va aussi bouleverser la vision que John Lennon avait du monde. Et donc, ça va l'amener à beaucoup plus s'interroger sur l'avenir du monde, sur les questions sur la guerre, sur la paix, sur l'art de manière générale. Et ça va se ressentir même dans sa musique. Et cette chanson, justement, Imagine, est un hymne à la paix. Et c'est une chanson qui va être, si tu veux, utilisée par tous ceux qui vont être les profondeurs de cette guerre au Vietnam, par tous ceux qui seront les profondeurs de toutes les guerres qu'il y aura tout au long des années 70. On aura aussi des guerres d'indépendance, par exemple en Angola, par exemple au Cap-Vert. Et donc ces guerres-là qui étaient derrière, soutenues par une espèce de guerre fratricide entre le bloc communiste et le bloc capitaliste, et ben cette chanson va être utilisée à travers le monde entier pour justement défendre la paix. Et donc, comme je l'ai dit, le 8 décembre 1980, eh ben, la vie de John Lennon va tragiquement s'arrêter. Pourquoi ? Parce que il va être assassiné par un homme qui s'appelle Mark David Chapman. C'était un adolescent à l'époque qui était un fan du groupe des Beatles, qui est américain, originaire d'Hawaï. Et il souffre de troubles psychotiques. Et puis un jour, il va se dire, bon, comment faire pour rentrer aussi dans la postérité ? Comment devenir un personnage historique en quelque sorte, et il va décider de choisir la mauvaise voie, c'est-à-dire en assassinant une personnalité célèbre. Et donc il va choisir la personnalité qu'il aimait le plus, et donc il va acheter une arme et faire le voyage d'Hawaï jusqu'à l'État de New York,
3 jours plus tard. Et puis, il va se rendre à la résidence de John Lennon qui habitait un immeuble qui s'appelait le Dakota Building. C'est un immeuble qui était très connu. Et puis, tout le monde connaissait l'adresse de John Lennon et Yoko Ono. Et ce jour-là, le 8 décembre 1980, il faut savoir que John Lennon avait eu une journée classique. Hein. Il avait d'abord passé la journée à rencontrer une photographe qui s'appelait Annie Leibovitz, et avec elle, il va prendre une série de photos, dont une qui va devenir extrêmement célèbre, dans laquelle on voit John Lennon nu, qui est en position fœtale, en train d'embrasser sa femme. Et donc, à la suite de cette séance de photographie qui va avoir lieu au domicile même de John Lennon et Yoko, ensuite, il va donner une interview pour la radio RKO. Et ensuite, il va déjeuner et passer la journée là dans sa maison. Il sortira l'après-midi, aller se balader à Central Park. Et comme par hasard, il va rencontrer en fin d'après-midi aux alentours de 17h celui qui va l'assassiner quelques heures plus tard. Il va s'approcher de John Lennon et lui présenter le nouvel album que John Lennon venait de sortir, qui s'appelait Double Fantasy. Et il va lui demander une autographe. Et John Lennon va, bien évidemment, avec toute la gentillesse qui le caractérisait, signer cet autographe. Et il va même lui demander s'il ne désirait pas quelque chose d'autre. Et bien, le gars va dire non. Et puis, John Lennon va continuer son bout de chemin avec Yoko. Il va rentrer chez lui, passer la soirée. Et puis, aux alentours de 22h, il devait sortir pour aller suivre une pièce de théâtre. Et c'est au sortir de son domicile, à 22h52 exactement, qu'au moment où il sort, il reçoit 4 coups de revolver. Et il s'effondre. Il décédera quelques minutes plus tard, à 23h07 exactement. Et ce qui est aussi particulièrement extraordinaire, c'est que l'auteur du crime sera immédiatement appréhendé par, le gardien de l'immeuble qui s'appelait Peter Cullen. Et puis, à côté de là, il y avait 2 policiers. Ces 2 policiers-là vont immédiatement être saisis, donc vont arrêter Mark David Chapman et le conduire au commissariat. Et il faut se rappeler qu'une fois que le portier va appréhender le tireur, lui ne va opposer aucune résistance. Et donc, quand il va se laisser arrêter par les 2 policiers, ces derniers raconteront que même il était assis sur le bord du trottoir sans opposer aucune résistance, en train de fumer une cigarette avec l'arme avec laquelle il avait tiré sur John Lennon juste à ses côtés. Et donc aujourd'hui, il est âgé de 65 ans, et donc depuis l'an 2000, il a le droit tous les 2 ans de demander une remise de peine avec la possibilité de bénéficier d'une libération anticipée. Parce qu'il faut savoir qu'en 1981, Mark David Chapman sera condamné à la prison à perpétuité pour homicide volontaire avec préméditation. Et donc, conformément au code pénal de l'État de New York, à partir de l'année 2000, il avait la possibilité de demander une remise de peine avec la possibilité de bénéficier d'une liberté anticipée, comme je le disais. Et donc, tous les 2 ans, depuis 2000, toutes les 2 années, il fait sa demande de remise de peine. Et tous les 2 ans, Yoko Ono vient au tribunal pour témoigner contre sa libération. Et tous les 2 ans, son appel jusqu'à présent a toujours été rejeté. Parce qu'il faut bien comprendre... Yoko, là, elle est toujours vivante. Oui, elle vit toujours. Et il faut bien comprendre qu'après l'assassinat de John Lennon en 1980, sa mort va être utilisée par les lobbies anti-armes à feu comme étant le symbole même ultime de la lutte contre les armes à feu aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que lorsque John Lennon meurt, ce que Yoko va faire, elle va changer la pochette de l'album Double Fantasy, parce qu'il y a une pochette qui est très rare, là où on voit les photos une paire de lunettes de John Lennon avec une tasse de café à côté. Quand Yoko refait la pochette de l'album Double Fantasy, elle prend les verres ces mêmes verres-là que John Lennon portait au moment de sa mort, mais cette fois-ci, ces verres sont maculés de son sang, et on va reprendre exactement la même photo avec les mêmes verres, mais cette fois-ci maculés de sang. Et ça va avoir un effet psychique très fort, notamment auprès des fans de John Lennon, qui vont ensuite s'en servir pour essayer de faire du lobby aux États-Unis pour mettre fin, pour
soit à la libre circulation des armes à feu, soit à la mise en œuvre de législation de plus en plus restrictive concernant les armes à feu. Mais on le sait depuis lors, évidemment, c'est une bataille qui oppose toujours démocrates, républicains, conservateurs et progressistes aux États-Unis. Et donc, depuis l'an 2000, comme je le disais, Mark David Chapman demande à bénéficier d'une liberté. Mais il voulait être célèbre. Pourquoi il demande encore à bénéficier d'une liberté? Parce que il faut savoir que avec les années passées en prison, il faut savoir que maintenant peut-être que l'homme a changé, peut-être qu'en prison il s'est fait soigner, comme je l'ai dit, il souffrait de troubles psychotiques, peut-être que là il est guéri et puis maintenant il y a une espèce de culpabilité qui fait que aujourd'hui il se dit peut-être que c'est un homme qui a peut-être changé. Mais il y a aussi une autre chose dont il faut parler aujourd'hui, c'est que depuis l'an 2003-2004, il circule une autre théorie concernant l'assassinat de John Lennon, et notamment deux journalistes d'investigation qui s'appellent Alan Parker et Phil Strongman, il y en a même trois, il faut aussi citer Fenton Bresler. Alors, il faut savoir que Alan Parker et Phil Strongman ont sorti un livre dans lequel ils expliquaient une autre théorie, notamment dans le livre Who Killed John Lennon, paru en 1989, dans laquelle ils expliquent que l'assassinat de John Lennon était en réalité politique. Pourquoi? Parce qu'ils disent que John Lennon aurait été traqué toute sa vie, notamment par les services de renseignement américains, notamment le FBI, en raison de ses positions politiques dont se méfiait viscéralement John Edgar Hoover. Parce que pour ce dernier, ceux qui se disaient des pacifistes étaient en réalité des socialistes. Et donc, qui disait socialiste voulait forcément dire communiste. Et donc, J. Edgar Hoover avait une haine viscérale pour les communistes. Et donc, il faut aussi savoir que quelques jours avant sa mort, John Lennon avait notamment décidé de prendre fait et cause pour des travailleurs japonais qui vivaient aux États-Unis et qui estimaient que leurs droits, notamment leurs droits salariales, étaient bafoués. Et certaines, selon toujours Alan Parker et Phil Strongman, ce dernier envisageait même, pourquoi pas, de se présenter aux élections américaines qui devaient avoir lieu en 1984, puisqu'en 80, évidemment, on est en décembre 80, les élections ont déjà eu lieu et c'était Ronald Reagan qui les avait remportées. Alors, et donc ces deux journalistes, et là il y a le troisième, donc Fenton Bresler, qui lui a sorti un livre qui s'intitule John Lennon and the FBI Files, paru en 2003, c'est-à-dire John Lennon et les écoutes du FBI, dans laquelle il explique à peu près la même théorie que Alan Parker et Phil Strongman, mais dans laquelle il ajoute que justement Mark David Chapman aurait servi dans le cadre de l'élaboration de son complot, comme étant, si tu veux, juste la gâchette qui aura permis de mettre en œuvre l'assassinat de John Lennon, mais qu'en réalité, lui n'était en fait qu'un pion d'un vaste complot qui visait justement à faire taire cette voix-là que les anti-communistes viscéraux qui étaient J. Edgar Hoover et les dirigeants du FBI à l'époque voulaient absolument faire taire. Mais il est clair que c'est une théorie qui est difficilement plausible aujourd'hui, même si quand on va 42 ans en arrière, oui, en 1980, on était encore en pleine guerre froide. Il y avait encore J. Edgar Hoover qui était au pouvoir au FBI et il y avait évidemment cette crainte-là, notamment à l'intérieur des États-Unis, d'avoir des Américains ou des Européens qui pouvaient être transformés en espèce de taupes ou en espèce d'ennemis qui étaient à l'intérieur du système. Et donc, tout ça a évidemment, lorsque ces deux livres-là sont parus en 89 et en 2003, évidemment, ça a suscité un certain intérêt, mais aujourd'hui, évidemment, ce sont des théories qui sont de moins en moins reprises, même par les enquêteurs les plus sérieux. Mais ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas aussi oublier que depuis lors, Yoko Ono est devenue la plus grande pourfendeuse des armes à feu aux États-Unis. Elle fait énormément de lobbying auprès des politiques, auprès des associations, auprès des mairies, enfin, auprès des collectivités locales, auprès des assemblées locales, que ce soit les chambres des représentants des États, ou bien au niveau fédéral, ou bien au niveau des sénats locaux ou au niveau fédéral. Et évidemment, malheureusement pour elle, quand on regarde tout ce qui se passe ces dernières années,
on ne peut pas dire que les choses ont particulièrement avancé, puisque sous notamment le mandat de Donald Trump, on a dérégulé encore un peu plus tout l'arsenal législatif concernant les armes à feu aux États-Unis. Et ça, c'est bien dommage pour cette figure qui a été l'un des grands défenseurs de la paix, qu'est John Lennon. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la mort de John Lennon le 8 décembre 1980, c'est ça? Exactement. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste après la publicité. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.